Bon, aujourd'hui, nous accueillons Dominique Vintrebert, Elisabeth Leclerc-Razavet et Georges Aberber. Elisabeth Leclerc-Razavet, Dominique Vintrebert et Georges Aberber. Absolument. Ils viennent de publier leur 3e livre, Perversion et consentement. Alors, première question. Dans le titre de vos 3 ouvrages, L'enfant et la féminité de sa mère, Rencontre avec la castration maternelle et dernièrement donc Perversion et consentement, vous attirez l'attention du lecteur vers la sexuation des parents. En quoi celle-ci a un rapport avec la sexuation de l'enfant ? Au fond, quelque chose qui a traversé tout le livre, c'est la question de l'enfant face au tableau de la sexuation des parents. Ça peut paraître surprenant, mais quand on écoute les analysants, et particulièrement les analysants adultes d'ailleurs, on voit bien que c'est une question absolument cruciale. Ils scrutent sans arrêt finalement ce qui se passe entre les parents. Comment on fait les enfants ? Faire l'amour c'est quoi ? Quand j'étais pas née, j'étais où ? Etc. Donc l'enfant est face à l'énigme de sa venue au monde et ne cesse d'avoir une curiosité par rapport à cette question-là et de sa conception, de quel désir, fruit de l'amour, point d'interrogation. Donc je reste classique, un homme, une femme, mon père, ma mère, aucune cure n'a échappé à une interrogation sur cette relation. Et rarement un souvenir non plus à cette conviction, mon père et ma mère n'ont jamais fait ça. La sexuation des parents est au cœur de la question d'un enfant, même si elle n'apparaît que dans les cures d'adultes surtout. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc, se dit l'enfant? En fait, la sexualité est toujours traumatique. Et dans la cour de récréation, c'est d'abord à la mère que ça s'adresse. Et l'obscénité, les insultes s'adressent à la mère du petit copain. La putain, c'est toujours la mère du petit copain. Et dans la pratique, c'est sur cette question que surgit l'inconcevable pour l'enfant. C'est ce qui me fait soutenir ce paradoxe. Une mère est manquante, comme femme, elle jouit. L'enfant est entre mère et femme, et nous revoilà donc face au tableau de la sexuation. Cette recherche, nous l'avons tous remarqué, à modifier notre pratique, à faire surgir cet entre mère et femme. Vous l'écrivez comme vous voulez. Comment le sujet va-t-il pouvoir s'en débrouiller? C'est donc les cas que nous avons abordés dans notre recherche. Donc, si un enfant est le fruit d'une rencontre entre un homme et une femme, comment l'accueillir avec justesse? Et là, je cite Lacan dans la signification du phallus. En fait, il importe que chacun des partenaires se situe dans la justesse par rapport à sa sexuation pour pouvoir accueillir un enfant dans cette procréation. Ça, c'est absolument fondamental dans notre travail. Donc, ce que dit Lacan, c'est que ça a une fonction de nœud, c'est-à-dire de castration, et 2 voies s'ouvrent alors pour l'enfant, dans la pratique, je vais peut-être m'arrêter là pour là, entre mère et femme, 2 voies qui nous conduisent à cette formulation remarquable de Jacques-Alain Miller: l'enfant a affaire au manque de la mère, la jouissance de celle-ci, sa femme du père, est à la charge du père. C'est une disjonction capitale pour la pratique, qui a des conséquences capitales elle aussi. La mère est femme du père, la porte de la chambre à coucher reste fermée, pas toujours le cas, et le père a du désir pour sa femme, un désir perversement orienté. Je m'arrêterai là. En faisant un lien entre la sexuation des parents et la sexuation de l'enfant, ne risquez-vous pas ainsi de donner du grain à moudre aux critiques qui voient dans la psychanalyse une culpabilisation systématique des parents? Comment faire entendre l'inconscient des enfants comme discours de l'autre dans ce monde actuel de plus en plus parano, de plus en plus victime de l'autre? Oui, c'est une question qui court dans la psychanalyse, et surtout la psychanalyse avec des enfants.
je dirais que les parents n'ont pas besoin de la psychanalyse pour porter une culpabilité, parce qu'ils ont, à leur insu, des prescriptions inconscientes à l'égard de leurs enfants, hein, et que ces prescriptions, elles sont en elles-mêmes porteuses de charges pour les enfants. Donc, ce n'est pas tant la psychanalyse qui culpabilise les parents, hein, que le simple fait que les parents se mettent à parler des tendances inconscientes qu'ils projettent sur leurs enfants. Hein. C'est ça qui crée la culpabilité. Donc, c'est vrai que quand on reçoit des parents, souvent c'est ce qui est mis en avant pour ne pas parler, la culpabilité, d'une certaine façon. Nous, en tant que praticiens, notre problème n'est pas d'augmenter la culpabilité ou de la diminuer, notre problème c'est de l'accueillir et de donner un statut à cette culpabilité. Donc, personnellement, j'entends bien qu'il y a une pression qui est très forte aujourd'hui sur l'assignation victimaire, hein, mais pour autant, ce n'est pas du tout quelque chose que moi, personnellement, je ressens dans ma pratique, parce que je pense que c'est une question de clarification de la position du praticien lui-même, hein, qui, lorsqu'il est un peu plus à l'aise avec son acte, mesure très bien l'intervention qu'il fait, qui ouvre quelque chose, ou l'intervention qu'il fait, qui ferme quelque chose à ce niveau-là. Donc je pense que c'est aussi une question d'expérience, je dirais. La culpabilité... C'est important, culpabilité, responsabilité, c'est pas la même chose, c'est très important. C'est la transformation qui se passe dans une cure, mais la culpabilité chez l'être parlant, elle est fondamentale, elle est inhérente, et donc que l'on la fasse porter à l'analyste, on est là pour ça. Vos 3 ouvrages tournent autour du gouffre de la castration maternelle. En quoi considérez-vous que ce thème est central pour la clinique des enfants, au point d'y revenir à 3 reprises? Et sous quelle forme apparaît-il dans la clinique moderne? Donc le gouffre, c'est un terme que Lacan utilise à la toute fin de ses écrits, où il dit que l'enfant confronté à ce gouffre se remparde soit d'une phobie, soit d'un fétiche pour tenter d'y faire face. Et c'est un signifiant qui a traversé nos 3 livres, n'est-ce pas? Et comment on repère ça dans la clinique? On le repère, il me semble, c'est là où je considérais que c'était lié à une autre de vos questions, dont vous n'avez pas parlé encore. On le repère par l'angoisse. L'angoisse, effectivement, c'est la rencontre du réel, de ce gouffre, qui est un réel, et cette angoisse pousse le sujet à inventer des solutions, et quand il n'a pas le moyen d'inventer des solutions, il le pousse au passage à l'acte, ce qu'on voit dans la clinique des psychoses. Et comment repérer le gouffre autrement que par l'angoisse? Eh bien, au fond, on peut le repérer par les tentatives que le sujet a de le border. C'est-à-dire, c'est là où on débouche sur cette idée de la castration maternelle en se fondant sur un passage de la signification du phallus qui nous a beaucoup éclairé et qui dit que la signification de la castration ne prend sa portée efficiente qu'à partir de la découverte de la castration maternelle. On s'est appuyé là-dessus. Voilà. Si Georges, tu veux ajouter quelque chose, je crois. Alors, d'abord, je voudrais dire que c'est 10 années de recherche, 10 années de recherche qui ont considérablement modifié ce retour au texte et cette orientation qui est partie de la question d'Elisabeth au départ, mais qui a fait que chacun a creusé sa question à travers ça, considérablement transformé ma pratique, personnellement. Je pense la nôtre. Bon. Alors, Dominique vient de le rappeler que
la question de la castration n'est efficiente qu'à partir du moment où il s'agit de la castration de la mère. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît l'angoisse, et puis comment ça se repère dans la clinique. Hein. Alors moi j'avais établi une petite formule disant qu'au fond, ce qui se repère dans la clinique, c'est qu'il y a un changement dans la subjectivité de l'enfant, on voit très bien ça chez la petite Piggle par exemple, et puis l'apparition de symptômes, hein, les deux. Bon, Lacan le dit comme ça, il dit que l'enfant a particulièrement affaire au désir de la femme, d'une femme, mais cette femme n'est pas seule avec ça, il y a la question du phallus. Donc il dit, et donc du manque, il dit tout ce que nous rencontrons comme achoppement, accident dans l'évolution de l'enfant, et ce jusqu'au plus radical de ces achoppements et de ces accidents, est lié à ceci que l'enfant ne se trouve pas seul face à la mère, mais qu'en face de la mère, il y a le signifiant de son désir, à savoir le phallus. Voilà. Alors, une des conséquences de cette rencontre avec la castration maternelle, c'est qu'il faut élaborer une solution. Alors, Dominique a dit tout à l'heure, fétiche, phobie, mais il y a aussi l'entrée dans la question de la sexuation. La réponse du sujet à cette rencontre, c'est une pression, un impératif. Il y a plusieurs termes dans nos livres qui montrent que c'est une urgence même, de rentrer dans la question, d'assurer son pas dans la question de la sexuation. Or aujourd'hui, la sexuation n'est plus du tout assurée. C'est une époque où la sexuation se basait beaucoup sur les semblants. Aujourd'hui, il y a un mixage des semblants qui fait qu'on ne peut plus parler en termes aussi, fixés à des idéaux, que, hein, c'est terminé. Voilà, c'est fluide. Donc, pour autant, est-ce que ça invalide ça ? Eh bien, la découverte que j'ai faite, moi, en reprenant tout ce parcours, c'est certainement pas. Parce que dès qu'un sujet arrive en analyse, malgré la présentation et les questions qu'il se pose, la question de la castration maternelle, elle revient à l'intérieur, et la question de la situation du sujet par rapport à la sexuation, elle est immédiatement posée. Et le trajet que nous avons fait, c'est un trajet qui va justement de cette rencontre à la castration maternelle jusqu'à élaborer la question de l'agent de la castration sur notre livre qui est, au fond, la perversion. Hein. Donc, au départ, là, on parle de père réel, et puis nous arrivons à la question de la perversion, qui est une élaboration très poussée, d'explicitation très fine de ce que c'est que père qui se fait agent de la castration. Vous y êtes peut-être, on a parlé de la question du respect, peut-être que c'est ça, le respect. C'est un père qui fonctionne comme agent de la castration parce qu'il est perversement orienté, ce qui ne veut pas dire qu'il jouit perversement de sa femme, pas du tout. Mais on peut quand même rappeler cette phrase qui est de toi dans le livre. Tu dis que c'est un père qui se fait désir. Voilà. C'est vraiment... Un père qui se fait désir. Voilà. Vous pourriez expliciter un petit peu, justement, dire quelques mots sur le titre particulier de votre dernier livre, Perversion et consentement. Vous mettez en avant ces deux expressions, ces deux signifiants. Pourquoi avez-vous choisi de mettre en avant ces mots-là ? En fait, ce thème du troisième livre est venu dans la logique. Il faut quand même souligner qu'on a d'abord commencé par l'enfant et la féminité de sa mère, et que la rencontre avec la castration maternelle est une déduction de cette question dans la clinique. C'est rare d'arriver directement à la question de la castration maternelle. Et c'est la question du père qui est arrivée par rapport à ça, et au fond, la façon dont Lacan, j'allais dire, revisite l'Oedipe, c'est-à-dire reprend la condition de la paternité d'une autre façon, et que Miller formule un père n'est père que s'il consent au patou du désir féminin, hein, qui est dans cet article de la petite girafe, de ce colloque à Lausanne en 96. Est-ce que vous pouvez répéter la citation ? La citation, c'est « Un père n'est père que s'il consent au patou du désir féminin ».
Oui, qui fait la structure du désir féminin. Et effectivement, là, nous sommes tous devant le tableau de la sexuation. Hein. Au fond, chaque sujet est un enfant, a commencé par être un enfant face au tableau de la sexuation. Hein. Et le patou de la jouissance féminine est ce qui échappe, je veux dire. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe à dire qu'en effet, un père n'est père à partir du moment où il consent au patou de la jouissance féminine? Est-ce qu'il c'est un point qui est idéal, puisque ça échappe en permanence, cette jouissance féminine? Est-ce que pour autant, du coup, il ne peut jamais atteindre ce point-là, de prendre à sa charge ce patou-là? Si, il peut le prendre à sa charge. Ça, vous le trouvez dans le livre tout à fait, à partir du travail sur Christine Angot et de son livre assez étonnant, c'est-à-dire que le père, une femme n'est pas tout à lui. C'est-à-dire qu'il va passer de l'impuissance à l'avoir toute à l'impossible. Elle n'est pas tout à lui. Hein. Et c'est là que la sexuation de l'enfant, ça a des effets de transmission pour l'enfant, à lui après de prendre à sa charge son propre désir. Mais c'est... Bon. Et notre livre, il y a toute une partie très importante sur la jouissance féminine, justement. On s'est trouvé nous-mêmes devant la question homme-femme, c'est-à-dire à réélaborer nous-mêmes ce tableau de la sexuation de Lacan, d'encore. Hein. Alors qu'au début, nous étions complètement dans la question du père. Et alors ça, c'est une boutade, mais allons-nous pouvoir longtemps nous servir de ce tableau de la sexuation ou va-t-il voler en éclats? Ça, c'est... la modernité va-t-elle faire éclater ses repérages? Mais pour nous, ça a été très important de relire ce tableau et de situer l'enfant par rapport à ça. Et de s'en servir comme ça. De s'en servir dans la pratique. De presque dire qu'on a transformé la chambre des parents par le tableau de la sexuation. Oui, mais la porte fermée, en disant bien que ça échappe. Le rôle du père, c'est justement que l'enfant a affaire au manque de la mère, et le père a à sa charge la jouissance féminine, la jouissance de sa femme. Et ça, c'est une disjonction capitale et qui est loin actuellement d'être... c'est pas toujours le cas. Hein. Tout est... C'est toi qui en parles dans le livre très bien. Tout est sur la table. Les iPhones et les messages des amants, etc. Enfin, l'enfant a accès et ça fait des dégâts. Et qu'on pourrait trouver dès le départ, d'une certaine façon, si on prend l'accession dans la célèbre vignette de Freud de l'enfant au Fordat, elle est corrélative des mouvements de présence et d'absence de sa mère. C'est ça, tout à fait. La mère désire ailleurs. Voilà. Mais quand même, RSI, cette nouvelle condition de paternité, c'est une révolution, je trouve, et qui est vraiment un père qui se fait désir, c'est une des marques de notre livre, et à cette marque et remarque-là répond celle de Dominique, en citant l'Ecclésiaste, jouis de la femme que tu aimes, il y a un chapitre, mais dit Dominique et confirme Lacan, c'est justement de l'aimer que vient l'obstacle pour la désirer. Ça c'est, voilà, ici il n'y a pas la vraie. Oui, c'est la reformulation par Lacan avec l'Ecclésiaste Voilà. de plus général des rabaissements de la vie amoureuse de Freud. C'est une reformulation et qui montre l'impossible du rapport sexuel. Mais qui fait émerger la question de l'amour, quand même. Voilà. C'est bien de pouvoir renommer l'amour par rapport aux questions qui ont traversé nos livres. Absolument. Et la sexuation de l'enfant, parce que l'enfant, métaphore de l'amour, peut-être que ça existe encore.
comment ça se fait, ça, qu'il y ait une forme d'être plus tout de suite dans le cru, dans le... Pulsion. Il y a La quelque chose sexualité de- est beaucoup plus exposée. La jouissance est au premier plan, et donc, Partout. justement, la jouissance est partout. Et je lisais l'autre jour un bouquin une revue de médecine qu'envoie le Conseil de l'Ordre, la montée de l'agressivité. Donc les gens se présentent avec des revendications, ils parlent violemment, crûment, etc. Ils accusent, etc. Enfin, c'est manifeste quand même. Ça. Avec un refus de l'autorité. Voilà, il y a un refus d'autorité, et il y a un droit à la jouissance Intellectuel. immédiate et à la revendication de la légitimité, justement, de cette jouissance, qui ne passe plus par l'autre. Et effectivement, la psychanalyse réintroduit l'autre, forcément, là-dedans. Oui. Moi, je tournais à une citation dans les autres écrits, le compte-rendu de la logique du fantasme, et où Lacan parle de ce lieu de l'autre. Le lieu de l'autre n'est pas à prendre ailleurs que dans le corps. Hein, et que, au fond, l'angoisse, elle vient justement il y a une cicatrice sur le corps, et de cette marque sur le corps, faite par le dire, hein, qui renvoie au fond l'angoisse de mais qu'évoye, hein, je dirais qu'est-ce qu'il me veut, hein, et quand même on a beau dire que vouloir l'effacer, voilà, quand même. Oui, alors. Enfin, j'aime bien cette citation. Ce rappel. Non, mais l'idée freudienne, c'est quand même que c'est une excitation qui est non liée. Alors, la marque sur le corps, c'est quand même une façon d'essayer de lier quelque chose déjà. L'angoisse, c'est une façon de lier quelque chose quand même. Les gens qui n'ont pas d'angoisse, tu peux rien faire. Non, l'angoisse, ça pousse à lier, mais c'est pas lié. Quand tu es dans l'angoisse, ça pousse à lier. Si tu n'as pas de solution, c'est une espèce de dérive infernale, si on est dans une décompensation psychique. Ça, c'est le petit suivant qu'écriront Romain et Barbara. Voilà. Je vous invite à prendre le relais, la frappe du signifiant sur le corps et tout ça. D'accord, c'est ça que je veux dire. En tout cas, nous, on ne traite ça que par la langue. Il y aura de la langue dans la façon dont on reçoit ces sujets, et c'est là qu'on réintroduit cette efficacité quand même, hein, dont vous pouvez voir à travers un certain nombre de cas dans le livre déployé, du fait que finalement ce qui peut paraître rétro comme ça est toujours présent dans la psychanalyse dès qu'elle s'exerce, quoi. Hein, voilà. Et ça, c'est pas nous qui pouvons l'affirmer, c'est ceux qui peuvent en témoigner. Je parle des cas, je parle des cas qui ont été publiés. On peut témoigner de pratique quand même. Il y a un cas dont on n'a pas parlé. Je lisais le cas de Mehdi, par exemple, sur l'enfant vérité du coup de parole. Ça, c'est extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire. Le cas de Mehdi, c'est Mathilde Madelin. Voilà. C'est tout à fait extraordinaire. On voit effectivement, ça déplace un truc, la mère saisit un truc, son inconscient est touché, elle change de position, le symptôme d'énurésie disparaît. C'est ça, je trouve pas. Hein, l'enfant retombe dans son lit, etc. On aurait pu pas. Moi, j'étais venu avec l'idée de parler du lit, mais bon, je vais y retourner maintenant. Non, mais il y avait le cas formidable de Catherine Kempf aussi, dont la mère est atteinte d'un cancer, perd ses cheveux, et ça fait traumatisme. Voilà. Castration tout d'un maternelle. coup, on n'a pas parlé trop du moment où on rencontre ça, la castration maternelle. Non, mais il faut voir les cas qu'on a. Mais on la rencontre très souvent dans la maladie, dans l'absence, dans l'accident. Oui, la chute de la toute-puissance. Et puis qui sollicite vraiment la réponse du sujet, quoi, hein, qui l'oblige effectivement à répondre quelque chose. C'est vraiment, voilà, le cas de la petite tête, un cas formidable.